Mastering Beats. Votre serviteur s'appelle Faustin Bousengue Lokasola. Je suis un ancien capitaine des forces spéciales zaïroises, SARM, qui, après sa démobilisation en 2003, s'est reconverti sur des questions de paix, défense et sécurité. Pour ce faire, j'ai eu un diplôme de management de la paix, défense et sécurité de Wits School of Governance de l'université Witwatersrand d'Afrique du Sud, de Johannesburg en Afrique du Sud, ce qui m'avait permis par la suite de travailler longtemps. J'ai longtemps presté comme directeur de recherche sur les questions de paix, défense et sécurité de la chaire UNESCO pour la culture de paix et gouvernance et résolution des conflits de l'université de Kinshasa, sous l'égide du feu professeur émérite Anissé Mungala, dont j'étais un des assistants. J'ai également longtemps évolué comme chercheur associé au Center for Defense and Security Management de Wits School of Governance de l'université Witwatersrand en Afrique du Sud, sous l'égide du professeur Gavin et d'Anthony. Je ne suis pas un historien, mais c'est en tant que chercheur sur les questions de paix, défense et sécurité que j'ai publié plusieurs articles scientifiques et certains ouvrages. Et aujourd'hui, je vais présenter deux de mes ouvrages. Le premier ouvrage est intitulé « Le vrai Mobutu, mythe et réalité de l'homme et son système politique ». Aujourd'hui, je vais présenter un certain nombre de faits pour fixer l'opinion, pour que l'opinion puisse avoir une idée de ce qui est dit dans ces deux documents. En commençant par le vrai Mobutu, d'emblée, je pourrais dire déjà ici que en temps normal, ce document, le vrai Mobutu, devrait appeler à une totale révisitation de notre histoire nationale. Pourquoi? Sur les bases, sur les faits historiques, probants et vérifiables, votre serviteur est en train de nous montrer que beaucoup de vérités historiques qui sont restituées dans notre histoire nationale, en réalité, ne sont que des contre-vérités. Dans le vrai Mobutu, j'ai dit beaucoup de choses qui contredisent la version officielle de notre histoire nationale. Notamment, je dis dans ce document que Mobutu n'était pas un capitaliste, c'était un maoïste, pour ne pas dire un communiste. Ça, c'est la vérité historique. Contrairement aux idées reçues, Mobutu, c'est l'enfant chéri des Occidentaux, c'est l'homme des Blancs, le capital fervent, le serviteur des capitalistes qui devait tuer le Lumumba. Non, avec la CIA, non. Tout ce que je viens de dire ici est totalement faux. Mobutu était plutôt un communiste qui s'est caché sous une étoffe capitaliste par instinct de conservation et stratégie de conquête du pouvoir. Je le dis, je me demande dans mon document. D'abord, Mobutu, celui qui fait découvrir le goût de la politique, celui qui inocule le venin de la politique à Mobutu s'appelle Pierre Moulele. C'est Pierre Moulele qui est le, comment on appelle ça, le père spirituel de Mobutu en matière de politique. Comment? Pierre Moulele, en fait, Pierre Moulele était marxiste-léniniste. Ça, il n'y a pas de discussion. Maintenant, Pierre Moulele, Joseph Désiré Mobutu et Antoine Mandungu étaient trois élèves sergents comptables qui s'étaient retrouvés à l'école centrale de Lulabo pour devenir des sergents comptables. À l'époque, c'était au niveau de l'armée, c'était la crème, hein, c'était la meilleure école que les Noirs pouvaient, où les Noirs pouvaient étudier, la meilleure école militaire. Et c'est comme ça qu'en se retrouvant à trois, en tant que trois amis les soirs, petit à petit, Pierre Moulele a commencé à parler à Joseph Désiré Mobutu et à Antoine Mandungu des exploits d'un certain révolutionnaire chinois qui s'appelle Mao Tse-tung. Et c'est comme ça que petit à petit, Mobutu prendra goût à la politique et à la politique
et finira par adopter Mao Tse-tung comme son idole. Il avait déjà dit le même. Il avait dit l'un des actes les plus marquants de ma vie, c'était le coup de main que j'avais serré à Mao Tse-tung, mon idole politique. Mao Tse-tung, c'était l'idole politique de Mobutu. Et ouais, Mao Tse-tung, Mobutu a connu Mao Tse-tung à travers Pierre Moulili. C'est comme ça qu'il y a 3 à Luluabourg, à l'école centrale de Kananga, à Luluabourg, déjà en 1952. Ils se décideront de créer un mouvement à l'image de la révolution populaire que Mao Tse-tung venait de mener en Chine pour libérer son pays de la colonisation, de la dépendance japonaise. Donc c'est ainsi qu'il se décide de créer le mouvement populaire de la révolution. Voilà la vérité historique. Ça n'a rien à voir avec Mobutu Tshisekedi, Mobutu et... Non. Le impère mouvement populaire de la révolution, les jalons de la création du impère sont jetés par 3 élèves officiers. Ces gens comptables qui s'appellent respectivement Pierre Moulele, Joseph Désiré Mandungu et Joseph Désiré Mobutu et Antoine Mandungu à Kananga, à Luluabourg, l'actuel Kananga, en 1950. Donc, nous voyons déjà que nous étions le Congo belge était dans un système capitaliste. Les gens aussi devraient se poser des questions. Mais Mobutu, ces jeunes gens, ils créent un parti politique qui s'appelle Mouvement populaire de la révolution. Son tendance communiste. C'était à l'image du parti de la révolution communiste de Mao Tse-tung. C'est comme ça que les observateurs avertis remarqueront que, en fait, l'IMPR, c'est une version tropicalisée du parti communiste chinois. Le comité central, les éducateurs politiques au niveau de l'armée, les abacos, vous avez l'esprit les salons qui se réfèrent à l'esprit des Yukon. Vous savez, les recours à l'authenticité qui se réfèrent à la révolution culturelle de Mao Tse-tung. Donc, bref, Mobutu n'était pas un fervent capitaliste, comme on l'a dit, de manière biaisée, comme c'est présenté de manière très biaisée dans notre histoire nationale. Mobutu était plutôt un communiste. Et on notera à titre exemplatif que les grands amis de Mobutu ne se recrutaient pas en Occident. Les grands amis de Mobutu s'appelaient Mao Tse-tung, Kim Il-sung, Nicolas Ceausescu. Ils étaient tous des communistes, ils n'étaient pas des capitalistes. Et même ici en Afrique, vous faites attention, on remarquera que Mobutu était très lié à Augustin Neto, contrairement à ce que les gens croient. C'était des grands amis. Mobutu était très proche de Samora Machel. Mobutu, même avec Mandela, le début de Mandela était marxiste-léniniste avec l'ANC. Mobutu était proche de Samora Machel, d'Augustin Neto, même Henri Boumedienne. Les gens ne savent pas. Notre histoire nationale ne dit jamais que c'est Henri Boumedienne qui facilita au lumumbiste de Mobutu le détournement de l'avion de l'enfant chéri des Occidentaux qui était Moïse Tshombe, de la ville d'Ibiza en Espagne en Algérie. Ça, on ne le dit jamais. Nous devons nous poser des questions. Comment l'Algérie, qui était un pays pro-russe, communiste, devait accueillir Mungulu Diaka avec un avion venant d'un enfant chéri des Occidentaux tel que Mobutu était présenté? Non. Mobutu était très ami à Henri Boumedienne, qui savait que Mobutu était le mumbiste. Et c'est à ce titre-là que Mobutu était aussi très proche à Fidel Castro. Dans les documents, je montre une photo où Mobutu est assis, il cause avec Fidel Castro en présence de Julius Nyerere et de Kenneth Kaunda. Le document, la photo est dans le livre. Donc, c'est faux cette histoire de Mobutu, enfant chéri des capitalistes. Non, Mobutu était un communiste qui, pour les stratégies de conquête du pouvoir, avait revêtu l'étoffe capitaliste là. Mais en 1965, dès qu'il a accédé au pouvoir, la première chose que Mobutu avait fait, c'est de nationaliser l'union minière, la nationalisation de l'union minière pour laquelle le Lumumba est mort. Il a remis en scène le contentieux belgo-congolais pour la réparation des préjudices qu'avait subi le Congo après l'indépendance, puisque la table ronde économique de Bruxelles, une des résolutions était que toutes les entreprises de portefeuille du Congo belge commutaient à devenir des droits belges. Il fallait chercher réparation, c'était le contentieux belgo-zaïrois.
Nous savons tous, notre histoire nationale ne nous dit jamais assez que Mobutu avait expulsé un chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis ici à Kinshasa. Il avait expulsé 24 heures. Hein? Mobutu est celui-là, et ces dirigeants africains qui prononcent un très sévère réquisitoire contre le système capitaliste à la tribune des Nations Unies. Les pauvres de pays riches, les pauvres de pays pauvres enrichissent les riches des pays pauvres. Qui rompt des relations diplomatiques avec Israël pendant la guerre froide. Hein? L'Israël, c'est le meilleur des alliés des Américains. Mobutu rompt des relations diplomatiques. Mobutu établit une ligne de coopération, il signe des accords militaires avec la Corée de Pyongyang, de Kim Il-sung, hein? Pour la formation de la division Kamanyona, notamment, c'était ces accords-là. Il signe des accords militaires avec la Chine pour l'artillerie et des choses. Bref, notre histoire nationale nous présente Mobutu. Le vrai Mobutu était un communiste. Je l'ai dit dans mon document et j'attends que celui qui va venir me prouver le contraire. Ça, c'est le vrai Mobutu. Le vrai Mobutu aussi, enfin, je voudrais ajouter que je disais que Mobutu n'avait pas des amis en Occident. Les vrais amis de Mobutu étaient dans les camps communistes. Mais les seuls deux amis, vrais amis que Mobutu avait en Occident, s'appelaient Jacques Chirac et Nelson Mandela. Or, comme par hasard, Jacques Chirac et Nelson Mandela avaient commencé leur carrière politique comme des marxistes-léninistes avant de se convertir en capitalistes. Mobutu aussi, c'est cet homme-là qui a fait un miracle de gouvernance. On n'en parle pas assez. Hein. Mobutu, c'est loin de Simon Kimbangu. Bon, ça, on en parlera dans notre cadre. Mobutu avait reçu des bénédictions de Simon Kimbangu pour faire ce qu'il avait fait, notamment par l'entremise de Papa Diangena, puisqu'il n'avait pas directement rencontré Kimbangu. Papa Simon Kimbangu. C'est Papa Simon qui avait dit à Mobutu tout ce que son père avait prévu pour lui. Puis je vois des vidéos circuler ici, les lions, devenir les étrangers. Non, Mobutu, c'était loin de Simon Kimbangu. Et il avait lui-même témoigné aux obsèques de Papa Diangena. Il avait dit en lingala, moto eboba ki mabanga azanzambe. Makambo nyonso ayebisanga na vie na ngai, na carrière na ngai na monango, alobaka na yebisa mutute. Donc, Mobutu était un loin de Simon Kimbangu. C'est ce qui lui avait permis de réaliser des miracles. On n'en parle pas assez. La gestion de Mobutu était miraculeuse. Mobutu a laissé un bilan plus qu'élogieux. Écoutez, ça fait aujourd'hui 40 ans que la paix ne revient toujours pas en Afghanistan. En Irak, c'est plus de 10-15 ans où ça est toujours comme ça. En Libye, bientôt une décennie, il n'y a pas la paix. Mais il a suffi à Mobutu de prendre le pouvoir, loin de Simon Kimbangu, de prendre le pouvoir à 65. À 66, il y avait la paix, complètement. À 67, on organise même la conférence de l'OIA ici. À 67, on ne parlait plus. Les baloulous de Kananga pouvaient se retrouver en Boujima sans problème à 67, sans que personne ne lui pose la question. Les baloubakati de Jackson pouvaient se retrouver à Dilolo chez. Donc, Mobutu a fait ce qui est. Ça relevait d'un miracle. Hein? Créer les nouveaux Zaïre. De fait d'une nation où les héros se sentaient réellement des frères et sœurs. En tout cas, à partir de 67 déjà, un Moulubakati de Katanga pouvait se retrouver à Boende, même dans les villages de Djera, chez Djanana et le maître Gims là-bas. Il prend une femme, il lui bâtit une case, personne ne va lui poser des questions. D'où vous êtes, Ça, on ne le dit pas assez. Ça, c'est le vrai Mobutu. Hein? Le vrai Mobutu aussi, est le responsable du Mobutisme. Alors, on ne dit pas, on ne lui pas dit que, vous savez, un autre mensonge de notre histoire, c'est que Mobutu a détruit les pays. Il a détruit l'armée, il a détruit l'économie, il fallait, d'où pendant il fallait le faire partir, qu'il ne règne plus, qu'il gouverne sans plus régner, puisqu'il a tellement détruit qu'il ne faut pas qu'il continue à détruire. C'est faux, c'est un mensonge. Pourquoi? Puisque le Mobutisme commence à 65. J'ai dit ici que la table ronde avait fait en sorte que tous les avoirs de la colonie belge devenaient des droits belges. Ce qui Mobutu, Kassavou n'avait rien trouvé. Contrairement à ce que les gens disent, Kassavou va laisser la caisse. Non, non. Quand il partait en mission, il remettait, puisqu'il n'y avait rien dans la caisse. Il était tellement conscient que bon, les paix là que j'ai ramenés, comme la caisse est vide, il faut que je les mette. Pour fonctionner, le gouvernement devait dépendre de Tchombe, de la caisse de la GKMI. C'est ce qui faisait gouverner le gouvernement de Lumumba et Kassavou. Donc Mobutu n'a rien trouvé en 65 comme les gens le disent.
Mais curieusement, 65 à 60, en moins de 2 ans, il a redressé notre économie à telle enseigne qu'il a créé une nouvelle monnaie qui a valu 2 fois le dollar pendant 7 ans. Jusqu'à aujourd'hui, l'euro n'a jamais valu 2 fois le dollar. Mais le Mobutu a fait ce miracle. À la fin du Mobutisme, je vais chuter par là, en 90, si vous lisez les rapports du PNUD, sur les rapports du développement mondial, sur le développement mondial de 1991, vous remarquerez qu'au niveau de l'IDH, Indice de développement humain, accès de la population aux soins de santé, à l'eau, à l'électricité, les routes, tout cela, le social, le Zaïre de Mobutu était de loin plus développé. Je cite que le Nigeria, le Sénégal, la Tanzanie, l'Angola et l'Ouganda, qui sont tous aujourd'hui des pays émergents, semi-développés, en voie de développement, des pays émergents. Ils sont tous des pays émergents. Entre-temps, le Zaïre tentait de squatter les pays, les pays les pauvres du monde. Or, de 65 à 90, sous le Mobutisme, le Zaïre était toujours parmi les 10 meilleures économies africaines. En 90, quand Mobutu prononce les discours, mais comprenez mon émotion, selon les chiffres du PNUD, le Zaïre était plus de loin. Il avait même un indice de 0,40 alors qu'il avait de 0,30 et quelques. Il était même plus développé que le Nigeria. Mais la question que nous devons nous poser aujourd'hui, si, bon, ça c'est une parenthèse, on a parlé un autre jour. À quelle position serions-nous aujourd'hui si on n'avait pas interrompu le Mobutisme en 90, on avait continué à Mobutisme jusqu'à aujourd'hui. Le Nigeria qui était derrière, loin de premier, était devenu le premier africain. Où en serions-nous aujourd'hui? Parenthèse, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Voilà le vrai Mobutu. Je dis aussi que le vrai Mobutu, contrairement à ce que l'opinion qui est présentée, que certains historiens répètent comme des mensonges qu'ils répètent, le vrai Mobutu était très respectueux des droits de l'homme. Mobutu, tyran sanguinaire, despote, non. Mobutu était très respectueux de la Constitution et des droits de l'homme. Je le démontre dans mon livre, sur base des faits historiques. Je ne les lis pas dans les vides. Il faut lire les livres. Je dis par exemple que, bon, bref, disons, parenthèse, j'avais suivi le papa Kengo Adondo, le doyen, à qui je présente mes respects, mes hommages les plus différents. Ça, c'est une figure marquante de notre histoire nationale. Et donc, papa Kengo avait dit qu'il a répondu à une question de Christian de Sakweno. Il dit non, Mobutu était républicain. Oui, c'est vrai. Mobutu était très républicain. Mobutu n'interférait jamais dans les décisions de justice. Je vais donner des faits prévents, je les donne dans mon livre. Mobutu prend le pouvoir en 66. En 67 ou en 68, son propre secrétaire particulier, le capitaine Denis Ilesson, se trouve dans une affaire des instruments du parti, des tourments des instruments du parti. Le parquet se saisit de l'affaire. Le capitaine Denis Ilesson, secrétaire particulier de Mobutu, s'était retrouvé en prison à Makala sans que Mobutu n'intervienne. Ça, c'est un fait historique vérifiable. Le deuxième fait historique qui montre que Mobutu était respectueux des droits de l'homme, contrairement à ce que les gens disent, et il n'interférait jamais sur les justices de la justice. Le grand frère de Mobutu, qui s'appelle Movoto, papa Movoto, le papa de Sierra, Movoto avait une fille qui a épousé le général Bosangue. C'était l'épouse du général Bosangue. Mais les observateurs avertis savent qu'en 86, je crois, le comité central avait pris une décision contre le général Bosangue, gendre de Mobutu, patron de la maison militaire, des services des SARM ici, les SARM. Moi, je suis parmi les gens qui ont commencé, parmi bon, c'est une parenthèse, les SARM du général Bosangue. C'était le patron du SARM, le général Bosangue. Et le comité central du MPR s'est saisi de Bosangue. On a limogé Bosangue de sa fonction de patron du SARM et de l'armée en 86, sous le Mobutisme. Malgré les pressions de la famille, Mobutu ne veut pas intervenir pour que Bosangue soit réhabilité. Il a dit, la justice, je n'interviens pas. Ça, c'est un fait historique vérifiable. Un autre fait historique, le vieux Mokia, Gabriel Mokia, je crois lui il peut témoigner par rapport à ce que j'ai dit ici, il peut me contredire si je dis si je ne suis pas dans la vérité.
il avait gagné un procès ici à Kinshasa contre Maman Bobila Dam. Vous imaginez? Maman Bobila, c'est l'épouse de Mobutu. Ce n'est pas l'épouse de Mobutu pour un immeuble. Justice, justice. La justice proclame, il dit que c'est Mokia qui a raison. Et Mokia avait gagné le procès contre la femme de Mobutu sous le régime Mobutu. Les gens connaissent l'histoire de Luambo Makiadi qui était un grand ami à Mobutu. Il a fait des chansons pleines d'obscénité et il a été interpellé par un certain Léon Lobich, l'actuel Kengo qui était procureur. Et Mobutu n'avait pas intervenu, bien que Luambo était son grand ami. L'homme s'était retrouvé à Makala. Bref, ça c'est sur Mobutu les quelques faits que je donne et que je convie l'aimable l'opinion à lire ces livres-là pour découvrir que notre histoire telle qu'elle est présentée maintenant véhicule plus de 80% de contre-vérités. Presque tout ce qui est dit dans notre histoire nationale relève des contre-vérités. Et dans les documents, je démontre le contraire. Ça, c'est le premier document, le vrai Mobutu. Maintenant, le deuxième document, le phénomène Vladimir Poutine, un combat pour la fin de l'unilatéralisme hégémoniste occidental et l'avènement d'un ordre mondial multipolaire et équitable. Les gens me disent, souvent, même dans les réseaux sociaux, ils disent, mais vous défendez Poutine, mais en fait, vous êtes en train de substituer l'impérialisme américain, vouloir substituer par l'impérialisme américain, par l'impérialisme russe. Non. Et je l'ai dit dans ces documents-là. Primo, la Russie n'a pas une tradition. D'abord, je voulais commencer par dire ceci. Personne n'attend de la Russie, des camarades de Vladimir Poutine, pour qu'ils viennent développer le Congo-Zaïre. En tout cas, ça, ce n'est pas Faustin Bossing. Puisque Faustin Bossing reste convaincu qu'aucune nation au monde ne s'est développée, ne peut se développer en comptant essentiellement sur l'étranger. Aucune. Il n'y a que des nationaux qui développent la nation. Il n'y a que les Congolais qui viennent faire du Congo belge, qui fait à l'époque une puissance économique, et dont la production agricole avait fait en sorte que la Belgique saute sans événement majeur de la guerre mondiale, qui était parmi les meilleures économies mondiales. C'était les Congolais qui avaient travaillé, ce n'était pas les Belges. Les Belges ne venaient pas faire du caoutchouc, non, c'était les Congolais. Donc, le Congo ne peut être développé que par les Congolais. Personne n'attend ce que les Russes viennent développer le Congo. Mais qu'est-ce que nous attendons des camarades de Vladimir Poutine? En quoi le phénomène Vladimir Poutine est important pour les Congolais et les Africains? D'abord, la Russie n'a pas une tradition colonialiste. Contrairement à ce que les gens croient, les Chinois, les Russes, ils font cela pour venir les matières premières. Non. Moi, je vais apprendre. Non, vous savez que la Russie, serait même la Russie aurait même plus de ressources naturelles que la RDC. En tout cas, moi, sur le plan quantitatif, bon, je vais être clair. Sur le plan qualitatif, en tout cas, la RDC est le pays le plus potentiellement riche du monde. Pourquoi? Puisque nous avons les 90% des réserves mondiales de coltan. Nous avons plus de 60% des réserves mondiales de cobalt. Nous avons les plus importantes réserves mondiales de lithium, d'autres matériaux qui ne sont nulle part ailleurs. Ça, c'est vrai. Ça, c'est sur le plan qualitatif. Mais sur le plan quantitatif, la Russie a beaucoup que nous... En fait, la Russie n'a pas besoin de colonies. Voilà, c'est là que je voulais en venir. La Russie a du pétrole, du gaz que nous n'avons pas. Nous n'avons pas la même quantité. Non, la Russie a du pétrole et du gaz que nous, on n'a pas. La Russie a des terres rares. La Russie a les diamants, l'or et tout ce que nous avons. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la Russie, mais je suis en train de montrer aux gens que la Russie n'a pas besoin de colonies. C'est comme ça que quand la Russie avait participé à la conférence de Berlin en 1885, il n'avait pas pris l'option de la colonisation. C'était le seul pays, la seule puissance européenne qui avait participé à la conférence de Berlin sans vouloir prendre des colonies. La Russie n'a pas besoin de colonies. La Russie n'a pas besoin de colonies puisqu'il a suffisamment de pain sur la planche chez lui en termes de ressources naturelles. Et c'est comme ça qu'on remarquera que la Russie n'a pas une tradition colonialiste ni impérialiste. Bien au contraire. Mais c'est la vérité. Vous savez, notre histoire nationale,
Le Congolais est très facilement manipulable. On nous a déjà fait applaudir à Kinshasa les rebelles, les troupes rwandaises de James Kabaré comme des libérateurs. On les a applaudis. Les femmes ont déployé des pagnes. On leur a amené de l'eau et du pain. En réalité, c'était des agresseurs. Mais les Congolais, on nous fait croire aujourd'hui que Poutine, c'est le nouvel Hitler qui veut replonger le monde dans la guerre. Les Russes, ils viennent pour les matières premières. Non. Les Russes, par contre, les Russes ont toujours été derrière les combats pour appuyer les combats des peuples du Sud. Quand on parle de l'Algérie qui était le creuset de la lutte impérialiste en Afrique, qui appuyait l'Algérie? Ce n'est pas les Russes. C'est en Algérie où vous avez tous les Nelson Mandela, les Amical Cabral, les Frantz Fanon, tous ces gens-là, ils étaient formés en Algérie, grâce aux Russes. Hein? Mais l'Angola, pour que l'Angola devienne indépendant, c'est les Russes. Hein? Mais aujourd'hui, si le Mali, le Burkina Faso et le Niger n'ont pas encore subi les bombardements de l'OTAN, comme c'était au Kosovo, comme c'était au Zaïre de Mobutu, comme c'était plutôt en Irak de Saddam Hussein et en Libye. Mais si on n'a pas de bombardiers russes qui déversent des tonnes de bombes aujourd'hui à Bamako, à Niamey ou à Ouagadougou, c'est justement puisqu'il y a les phénomènes de Poutine. Ils ont peur. Autrement, on ne parlerait pas de Koïta ou d'Ibrahim Traoré ou de qui que ce soit. On ne pouvait pas, sans les phénomènes de Poutine. C'est ça que les Africains doivent comprendre. On n'est pas à attendre les Russes pour qu'ils viennent nous développer. Les Russes n'ont pas vocation la Russie n'a pas vocation de développer l'Afrique ou le Congo, non. Mais la Russie, là où les Russes sont importants, c'est puisqu'ils viennent neutraliser l'OTAN. De sorte qu'aucun pays africain maintenant ne va subir, à condition de se rapprocher des Russes. Le Mali, qui a déjà des accords de défense avec la Russie, le Niger, qui a déjà des accords de défense avec la Russie, le Burkina Faso, la République centrafricaine. Vous entendez, qui entend encore parler des tueries en République centrafricaine? Ils ne seront jamais agressés par l'OTAN. Pourquoi? Puisqu'ils ont des accords de défense avec la Russie. Mais ça va leur permettre de se développer. C'est ce que nous attendons du phénomène de Poutine. C'est que sa neutralisation de l'OTAN, après avoir neutralisé l'OTAN en Syrie, et il est en train de le neutraliser en Afghanistan, c'est fini cette histoire d'avoir des bombardiers de l'OTAN pour venir piller un pays, pour prendre son pétrole ou lui empêcher, pour venir prendre le pétrole de Kadhafi, de lui empêcher de créer une monnaie unique, une monnaie africaine qui va détourner les francs CFA et les dollars. On envoie des bombes. Aujourd'hui, on ne peut plus envoyer. C'est que demain, quand le nouveau Grand Zaïre va venir, avec le projet de société néo-moboutiste qui est en pleine conception, ils ne viendront plus, puisque les dirigeants du nouveau Zaïre vont prendre le temps de signer des accords avec la Russie. Et comme ils ont eu peur, ils ont gesticulé avec la CEDEAO contre les Mali, ils ne le feront pas. Voilà là où la Russie c'est intéressant, là où Poutine c'est intéressant. Ce n'est pas pour venir développer le Congo. Le Congo sera développé par les Congolais. Le Congo est le peuple le plus génial au monde. Il n'y a pas un peuple qui est plus intelligent que le Congolais. C'est pourquoi Ketoumer Massir avait dit ceci, il dit que les Congolais sont des génies, mais le problème c'est que quand un génie met son génie au service du mal, ça devient très compliqué. C'est ça le problème des Zaïrois. Le jour où nous, notre génie, on va le mettre au service du bien, du développement, l'intelligence, au lieu que ce soit dans la mafia, l'escroquerie, on va mettre ce génie dans la mafia. Et c'est d'ici peu. C'est d'ici peu. Nous verrons comment le Congo Zaïre le nouveau Grand Zaïre va se développer. Ça va devenir une des meilleures économies mondiales, une des puissances au monde. Et ce rêve-là n'est possible que grâce au phénomène Poutine. Pourquoi? Puisque nous savons qu'au moment opportun, nous n'aurons pas les avions de l'OTAN, puisque nous avons refusé, obligé aux Américains, aux Français, aux Occidentaux, qui veulent avoir notre quota, de venir construire des usines de fabrication de smartphones à Bukavu, ici chez nous, et partout à travers les pays. Vous voulez avoir le cobalt, mais venez construire des usines de fabrication de pièces détachées de l'aéronautique et de l'aérospatiale ici chez nous. Vous avez notre lithium pour les batteries électriques, mais venez de construire ici chez nous. C'est ça la philosophie pour l'avènement d'un nouveau Grand Zaïre. Et ça peut être possible que grâce au phénomène de Poutine, puisqu'à ce moment-là, l'OTAN ne va plus venir nous bombarder. Ça, c'est un point dont je parle. Le deuxième point, c'est
en quoi le phénomène Vladimir Poutine est également intéressant, à part cet aspect-là, c'est par le fait que le phénomène Vladimir Poutine amène une révolution financière mondiale. Les gens n'en parlent pas assez. C'est grâce à Poutine que nous sommes en train d'assister à la dédollarisation de l'économie mondiale. En fait, c'est quoi la dédollarisation de l'économie mondiale? Rapidement, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, l'impérialisme était britannique. Hein? Karl Marx avait dit quelque chose dans le sens que il avait démontré que l'impérialisme britannique avait commencé par le pillage des Indes. Hein? Et c'est ce qui avait fait la prospérité de la ville de Liverpool hein, en Grande-Bretagne. Donc en fait, l'impérialisme britannique est venu du pillage des Indes, des colonies, de Macao, Hong Kong et des autres. Là, vous voyez. Alors, maintenant, les Chinois, en 1945, la Grande-Bretagne qui était la première puissance économique au monde, grâce à l'impérialisme et à ses colonies à travers le monde, il se fait qu'en 1945, avec l'effort de guerre, la Grande-Bretagne, comme la France, beaucoup de pays, elle a été très endettée. Alors, les Américains leur ont dit, d'accord, vous êtes très endettés, mais nous, on va vous aider à reconstruire comment on appelle ça, l'Europe, la reconstruction de l'Europe. Ils ont créé ce qu'on avait appelé la banque, le BIR, Banque internationale de reconstruction et de développement. C'est ce qui va devenir la Banque mondiale. Et à part ça, ils ont créé le système financier de Bretton Woods avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ils ont dit aux Européens, aux Français, aux Britanniques, ils disent d'accord, vous venez de subir la guerre, vous avez des économies exsangues, maintenant nous on va vous aider. Nous on va vous aider à reconstruire, mais à condition que tout ce que vous allez acheter, vous puissiez acheter chez nous, puisque nous, nos usines n'ont pas été détruites, nous produisons et nous avons suffisamment de produits pour vous amener à vous développer. Mais pour ce faire, nous devons créer un système monétaire où tout doit dépendre des $10. C'est ça le système de Bretton Woods, la dollarisation de l'économie mondiale. Donc les marchés, c'était que les prix à payer pour les Britanniques, c'était de se défaire de leur puissance monétaire et d'accepter la colonisation monétaire des États-Unis. C'est comme ça que les États-Unis ont colonisé le monde. Quand ils colonisent déjà la Grande-Bretagne et la France, ils colonisent l'Afrique et toutes les colonies. C'est comme ça que la dollarisation de l'économie mondiale, ça signifie que le monde et l'économie mondiale étaient dépendantes de l'économie américaine. Pourquoi? Puisque tout s'est passé au niveau du dollar, de la Federal Reserve et la Banque centrale américaine. Comment? Pour qu'un pays ait pour connaître la valeur du franc français, par exemple, à l'époque, on devait connaître la valeur du franc français ou bien des livres sterling ou bien quelle monnaie de quel pays était fonction de la masse de dollars que ces pays-là avaient dans la Banque centrale américaine. Regardez le niveau de la colonisation. Même la Russie, pour être ce qu'il était, il devait avoir 500 milliards de dollars dans la Banque centrale américaine. On avait déjà saisi récemment. Alors ça signifie que les États-Unis colonisaient financièrement le monde. Et dans ce sens que s'ils veulent acheter des matières premières en Afrique, ils n'ont qu'à dévaloriser les dollars. Ils achètent à moins cher. Quand il faut vendre, ils réévaluent les dollars, ils vendent et achètent. Et puis, tout l'argent là qui est gardé chez eux, là, ils en font ce qu'ils en veulent. C'est comme ça que les États-Unis vivaient des dettes. C'est normal. C'est comme Maman Ali Kelemba. Hein? Maman Ali Kelemba, c'est lui qui garde l'argent. Mais qui peut refuser de lui prêter de l'argent? C'est lui qui garde l'argent. Et c'est comme ça que les États-Unis ont vécu une prospérité. En fait, c'était une prospérité irréelle. Les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde, avec plus de 1500 milliards de dollars de dettes. Mais c'est le pays qui est supposé avoir le niveau le plus élevé du monde. Pourquoi? Après cette tricherie-là, de la monnaie des autres États qui est gardée la Banque centrale, ils en font ce qu'ils en veulent. Maintenant, Poutine est en train de détruire ça. Pas seulement pour l'intérêt de la Russie, mais pour l'intérêt de l'Afrique. Comment?
en mettant fin à la dollarisation de l'économie mondiale, en faisant en sorte que les BRICS mettent aujourd'hui en place un nouveau système monétaire où la valeur de monnaie des États ne va plus dépendre de la masse de dollars qu'ils ont aux États-Unis, mais plutôt de la quantité de matières premières et des énergies dont ils disposent. Ça fera en sorte que les pays du Sud seront à l'aise. La RDC, par exemple, avec ce que nous avons comme minéraux, nous aurons une des monnaies les plus fortes au monde. Et c'est comme ça que le phénomène de Vladimir Poutine ouvre la voie à l'avènement d'un nouveau grand Zaïre. Ce n'est pas pour la colonisation de la RDC par la Russie que votre serviteur défend le phénomène de Vladimir Poutine. C'est pour notre intérêt national. Donc, il y a la neutralisation de l'OTAN qui ne peut plus faire des guerres aux pays africains. Il y a la dédollarisation de l'économie mondiale qui va faire en sorte que les pays des États africains sont des colonies monétaires du CFA, de la France et des États-Unis. Et le troisième point, c'est que voilà. Donc les Russes, le phénomène de Vladimir Poutine est intéressant pour les raisons que je viens d'évoquer là. Ce n'est pas pour l'intérêt c'est pas dans une optique de colonisation ou de venir substituer, non, non. Le phénomène de Vladimir Poutine, c'est le combat des pays du Sud, tel que je viens de l'expliquer là, la dédollarisation de l'économie mondiale, la neutralisation de l'OTAN. Hein? Ça va faire en sorte que les pays du Sud se développent. C'est dans cette optique-là que va venir le nouveau grand Zaïre. Dans ce sens que nous aurons maintenant la possibilité d'obliger les investisseurs étrangers d'amener, je dis obliger, pas leur demander de vous voulez acheter notre cobalt contact, ce n'est pas comme un problème. Nous, on ne l'exporte plus à l'état brut. Venez ici créer des usines, employer des gens, payer des impôts, et à ce moment-là, vendez à travers le monde. Voilà à peu près, en résumé, les idées phares qui sont exprimées dans ce livre, qu'on peut trouver sur Amazon d'ici quelques heures, si tout est en ordre. Ça sera déjà publié, version brochée cette fois-ci, hein, version brochée, qui sera publiée sur Amazon, le vrai Mobutu et Vladimir Poutine. D'ici quelques heures, on pourra les trouver disponibles sur Amazon. Pour ceux qui sont à Kinshasa, dommage, je n'ai pas encore de point de vente à l'intérieur, mais à la librairie Cedi, c'est une vieille boutique, c'est une ancienne boutique connue des Kino. Nous, pendant la jeunesse, on allait jouer au football là-bas, au terrain Marsavuko. Donc, c'est non loin de Marsavuko et de la casier judiciaire. De là, il est venu la justice à Gombe, la librairie des protestants. Les deux documents sont trouvables là-bas. Ils sont trouvables sur Amazon à l'internet, je l'ai dit. Ils sont trouvables aussi là-bas à Cedi. Et je me négocie pour qu'il y ait 2 ou 3 librairies à Brazzaville où ils seront également vendus. Merci de votre attention. Merci.